Bonjour à tous, je vous propose dans cette nouvelle vidéo une deuxième méthode d'électromagnétisme. Alors dans cette vidéo, je vais vous apprendre à exprimer le champ magnétique créé par une bobine, qui est un exercice extrêmement classique en classe prépa, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Donc c'est une méthode qu'il faut maîtriser sur le bout des doigts pour être capable de la refaire très rapidement le jour du concours. Alors un petit peu de contexte, en fait on considère un solénoïde, c'est-à-dire un enroulement de fil de cuivre conducteur, donc un enroulement de rayon grand R qui est défini ici, de longueur L. Alors on va supposer que la longueur L, elle est très grande devant le rayon du solénoïde, ce qui va nous permettre de considérer dans la suite que le solénoïde est de longueur infinie. On verra en quoi c'est utile. Donc cet enroulement est constitué de n-spires, donc parcouru par un courant grand I. Donc vous avez deux schématisations possibles ici, qui vont nous être utiles par la suite. Alors on va définir la densité linéique de spires, qu'on va noter petit n, qui vaut grand N le nombre de spires total sur L la longueur totale. Ça correspond en fait au nombre de spires qu'on va avoir par unité de longueur. Donc l'objectif c'est d'exprimer le champ magnétique créé par cette bobine. Alors la méthode se décompose en 4 parties. Dans un premier temps, on va déterminer la direction du champ magnétique en étudiant les symétries de la distribution de courant, très classique dans le cadre du théorème d'Ampère. Ensuite, on va déterminer les dépendances de ce champ magnétique en étudiant les invariances toujours de la distribution de courant. On va dans une troisième étape montrer que le champ magnétique est nul à l'extérieur. Donc pour ce faire, on va utiliser le théorème d'Ampère avec un contour qui est entièrement à l'extérieur. Alors cette troisième étape, il faudrait être vigilant en fonction de l'énoncé et il ne sera pas forcément nécessaire de la faire, puisque deux fois dans les énoncés, on vous dit, on suppose que le champ magnétique à l'extérieur est nul, donc vous n'avez pas besoin de le démontrer. Donc là, je vous montre quand même si jamais vous avez besoin. Et dans une dernière étape, on va pouvoir exprimer le champ à l'intérieur du solénoïde, donc en appliquant le théorème d'Ampère avec un contour qui est à cheval entre l'intérieur et l'extérieur. Allez, appliquons tout de suite cette méthode. Donc la première étape consiste à déterminer la direction du champ magnétique en étudiant les symétries, donc symétrie de la distribution de courant. Donc on a un plan de symétrie puisqu'on a considéré le solénoïde de longueur infinie. Donc tout plan qui va couper le solénoïde en deux, donc qui correspond aussi ici au plan M, UR, Uθ, va être un plan de symétrie de la distribution de courant parce qu'on aura autant de spires à gauche qu'à droite de ce plan. Encore une fois, puisqu'on a considéré le solénoïde de longueur infinie. Et donc, puisque le champ magnétique est orthogonal à ces plans de symétrie, attention à ne pas confondre avec le champ électrique qui lui appartient au plan de symétrie des distributions de charge. Donc le champ B va être orthogonal à ce plan π+, donc on en déduit que le champ B sera selon l'axe UZ. Ensuite, deuxième étape, on va déterminer les dépendances de B en étudiant les invariances de la distribution de courant. Alors on a deux invariances. La distribution de courant est invariante par rotation d'angle θ autour de EZ, puisqu'effectivement les spires sont circulaires autour de cet axe OZ. Donc on en déduit que la norme de B ne dépend pas de cette coordonnée θ. Et on va avoir une deuxième invariance de la distribution de courant par translation selon l'axe Z, encore une fois parce qu'on a considéré le solénoïde de longueur infinie, ce qui nous donne que la norme de B ne dépend pas de la coordonnée Z. Alors globalement, considérer le solénoïde infini, ce qui nous a permis de trouver de quoi dépend B et sa direction, c'est de dire qu'on est loin des bords du solénoïde et on va négliger tout effet de bord, c'est-à-dire c'est au moment où le champ B va boucler en fait vers l'extérieur. Alors si on met les deux étapes ensemble, on en conclut que le champ B pour un point M quelconque de l'espace va s'écrire sous la forme BZ selon UZ. Donc on a une composante de B selon UZ uniquement, et cette composante dépend uniquement de R. Donc troisième étape, on va pouvoir montrer que le champ magnétique est nul à l'extérieur. Donc pour ce faire, on va utiliser ce contour d'Ampère que je vous ai dessiné ici. Alors je vous rappelle que le contour d'Ampère doit être un contour qui est fermé, puisqu'il doit définir une surface. Le contour d'Ampère doit forcément passer par le point M en lequel on cherche à calculer le champ magnétique. Et on va essayer de faire en sorte que le contour d'Ampère, lorsqu'il passe au point M, soit dans la même direction que le champ B. Donc là, on a un champ B qui était selon UZ.
Donc il faut absolument que le contour qui passe, la partie du contour qui passe par M, soit selon UZ. C'est bien ce qu'on a fait ici, ce qui nous donne un contour d'Ampère rectangulaire. Donc je vous rappelle le théorème d'Ampère, la circulation de B sur le contour d'Ampère vaut μ0, donc constante fondamentale de la physique, fois les courants enlacés dans le contour d'Ampère. Alors les courants enlacés, il faut voir que le contour d'Ampère définit un peu comme une porte, c'est le contour d'une porte, et on va regarder les courants qui passent à travers cette porte. Alors, via le dessin qui est sur votre gauche, vous voyez immédiatement qu'il n'y a aucun courant qui passe dans le contour d'Ampère que j'ai défini ici, donc courant enlacé ici sera égal à 0. Donc on va pouvoir calculer la circulation de B scalaire dl à travers ce contour d'Ampère, donc la circulation de B. Et en fait l'idée, décidément, la circulation de B, vu que c'est un contour fermé, on va pouvoir la décomposer en 4 intégrales, donc avec les points A1, B1, C1, D1 que j'ai définis juste à côté. Donc on a l'intégrale entre 1 et B1 de B scalaire dl, plus l'intégrale entre B1 et C1 de B scalaire dl, plus l'intégrale entre C1 et D1 de B scalaire dl, plus pour finir l'intégrale entre D1 et A1 de B scalaire dl. Alors attention, contour d'Ampère étant orienté, on suit bien l'ordre des points défini par notre orientation. Donc ce qui va nous donner, alors le dl, il va être différent selon où on se trouve pour le contour d'Ampère. Donc entre A1 et B1, pardon, dl, il va être selon UZ. Donc ça va nous donner, pour la première intégrale, l'intégrale entre 1 et B1 de BZ pour un rayon R1 selon UZ. Et donc, vu que le DL est selon UZ, ça vous fait du DZ. Ensuite, entre B1 et C1, le DL, il est selon UR. Donc, puisque le champ B est selon UZ, le produit scalaire va vous donner 0. Entre C1 et D1, DL est selon UR et à nouveau. Donc, on va l'intégrale entre C1 et D1 de BZ. Ce coup-ci, on est en R2. Et donc, DL, c'est DZ/UZ. Et enfin, entre D1 et A1, le DL est à nouveau selon UR, sachant que le champ magnétique est selon UZ. Le produit scalaire vous donne 0. Donc, puisqu'on intègre sur Z et que le champ B ne dépend que du rayon, on va pouvoir le sortir de l'intégrale. Et puis ensuite, je vais intégrer des Z, donc entre 1 et B1. Donc, on va dire qu'on a une longueur, A. Hop, oula, ça en règle, c'est pas fou. Hop. Donc, on a une longueur A ici du contour. Donc, ça va nous donner, quand j'intègre entre A et B, ça nous donne bien plus A. Et quand je vais intégrer entre C et D, vu que je vais en sens opposé à UZ, ça va me donner moins A. Donc, ça vous donne que la circulation de B sur ce contour d'Ampère sera égale à BZ en R1 fois A moins BZ en R2 fois A. Et d'après le théorème d'Ampère, c'était égal à 0, puisque I enlacé est nul. On en déduit que le champ magnétique en R1 sera égal au champ magnétique en R2, pour R1, R2, quelconque, tant que R est supérieur à grand R, c'est-à-dire qu'on est à l'extérieur du solénoïde. La conséquence, ça va être de dire que le champ magnétique à l'extérieur du solénoïde est égal à une constante. Il est uniforme. Sauf que, on imagine bien avec notre sens physique, que si on est infiniment loin du solénoïde, il n'y a aucune raison qu'on ressente son influence. Donc on va pouvoir supposer que le champ B est nul à l'infini. Or B est égal à 0 à l'infini. Et donc puisque B est constant à l'extérieur et qu'il est nul à l'infini, quand on met les deux conclusions ensemble, on en déduit que Bx égale à 0. Voilà une façon simple de montrer que le champ magnétique est nul à l'extérieur. Alors comme je vous disais dans les sujets de concours, on vous dit assez régulièrement en considérant le champ B nul à l'extérieur, ce qui vous évite de faire cette étape 3. On peut passer à l'étape 4. Donc l'idée de l'étape 4, c'est de faire la même chose, sauf que ce coup-ci, le contour d'Ampère, on va le prendre à cheval. Donc passant par le point M à l'intérieur du solénoïde et passant en partie par l'extérieur. Vous voyez que j'ai respecté les mêmes règles pour le choix du contour d'Ampère.
C'est un contour fermé qui définit bien une surface, il est orienté, et je l'ai pris en sorte que DL soit collinaire à B au point M. Donc ça va nous donner ici, même chose, on va pouvoir détailler la circulation de B sur ce contour d'ampère. Donc ça va me donner les quatre intégrales. Comme tout à l'heure, l'intégrale entre B2 et C2 de B scalaire DL va donner 0, puisque DL est selon UR, B est selon UZ. De même pour D2 A2. Donc je passe cette étape puisqu'on l'a fait juste au-dessus. Ça va me donner l'intégrale entre A2 et B2 de BZ, donc pour un rayon R2 DZ, plus l'intégrale entre C2 et D2 de BZ en R'2 DZ. Sauf que, on vient de montrer juste avant, que le champ magnétique est nul à l'extérieur. Donc BZ en R'2 va être égal à 0. Donc il nous restera juste l'intégrale entre A2 et C2, ce qui va vous donner BZ de R2 est une constante par rapport à Z, donc je peux le sortir, ce qui va vous donner BZ pour le point R de mon point M, enfin pour mon point M de rayon R2, fois A, hein, on va considérer à nouveau que le contour d'ampère, je vais quand même l'écrire, est de longueur A. Donc on va avoir une longueur A ici. Ok, il nous reste à calculer le courant enlacé. Donc pour calculer le courant enlacé, en fait, il va falloir qu'on compte le nombre de spires qui traversent le contour. Donc vous voyez là par exemple j'aurai une spire, 2 spires, 3 spires, 4 spires, 5 spires, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mais ça dépend en fait de la longueur de mon contour d'ampère A. Et donc on va pouvoir utiliser la densité linéique de spires. Et donc l'idée c'est de dire que I enlacé, ça va être le nombre de spires enlacées fois le courant dans une spire. Et le nombre de spires enlacées, eh bien, ça va être la densité linéique des spires, donc c'est-à-dire le nombre de spires par unité de longueur, fois la longueur du contour, fois I. Alors ce résultat-là, on peut le retrouver aussi par un simple produit en croix. Le nombre de spires enlacées pour une longueur A, et on avait un nombre total N pour une longueur L. Donc on en déduit que le nombre de spires enlacées, ce sera grand N fois A sur L, et grand N sur L, c'est la définition de la densité linéique de spire, donc ça nous faisait bien N fois. On peut mettre tout ça ensemble. Vous voyez que d'après le théorème d'Ampère, on va avoir BZ en R2 fois A qui va être égal à mu0 fois I enlacé, donc mu0 NAI. Et donc on en déduit que le champ magnétique à l'intérieur du solénoïde, donc je vais le noter B1, ce sera mu0 fois N fois I, selon UZ, un champ B qui va être uniforme à l'intérieur du solénoïde. Donc voilà la méthode qui est assez rapide. Alors là j'ai tout détaillé, il faut être capable de faire ce calcul de façon très très rapide, qui est un résultat extrêmement classique. Alors je vous ai juste prévu un petit bonus pour finir. Assez régulièrement, on peut vous demander d'exprimer l'inductance L de la bobine, en faisant un raisonnement sur l'énergie magnétique qui va être stockée. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'énergie volumique associée au champ magnétique, ça va être 1 sur 2 mu0, norme de B au carré. Et vous voyez que la norme de B, on vient de la calculer. Ce qui vous donne ici 1 sur 2 mu0, fois la norme de B, donc ça va être mu0, fois petit n que je vais remplacer tout de suite par grand N sur L, donc la densité linéique des spires, fois I, le tout au carré. Donc ce qui va faire mu0 carré, n carré, I carré sur 2 mu0 L carré. Et donc on peut en déduire l'énergie, donc ça c'est une énergie volumique, donc l'énergie magnétique volumique. Et donc on peut en déduire UM, qui va être en fait tout simplement UM fois le volume dans lequel on a cette énergie, c'est-à-dire le volume de la bobine. Donc ça vous fait du mu0 carré, n carré, I carré sur 2 mu0 L carré, fois le volume de la bobine, qui va correspondre à
la surface de la base fois la longueur. Ok? Donc il y a un L qui va se simplifier avec le L carré qui est ici. Ce qui vous fait mu0 carré. Excusez-moi, le mu0 se simplifiait aussi, oui bien sûr. J'ai oublié de le simplifier juste avant. Donc le mu0 carré est simplifié avec le mu0 qui est là. Donc ça vous fait mu0 n carré pi r carré sur 2L fois I carré. Alors à quoi ça va nous servir? Ça va nous servir à identifier l'inductance dans la formule que vous connaissez de première année de classe prépa. Vous avez vu que l'énergie stockée dans une bobine, qu'on note souvent UL, alors, ou plutôt epsilon L, c'est 1 demi de L, l'inductance, fois I carré. Et en fait, c'est la même chose. Puisque l'énergie stockée dans la bobine, c'est une énergie qui est stockée sous forme de champ magnétique, d'énergie magnétique, pardon. Donc par identification entre les deux formules, on peut trouver que l'inductance, tout simplement, ça va être mu0 n carré pi r carré, hop, il n'y a pas de carré sur pi r carré sur L. Voilà comment trouver tout simplement une formule de l'inductance. Il y a d'autres façons, notamment en faisant des raisonnements sur l'induction, mais c'est une manière assez rapide en utilisant le raisonnement énergétique. Voilà, je vous remercie pour votre attention.